Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième conférence virtuelle avec la Société historique de Montréal, celle de Québec et les éditions du Septentrion. Nous sommes vraiment satisfaits de cette nouvelle formule qui rencontre un grand succès et nous espérons que ce soir vous serez à nouveau très nombreux à notamment regarder la conférence et aussi à nous poser des questions. N'hésitez pas à interagir en les posant sur le fil de Facebook par exemple si vous êtes connecté sur cette plateforme. Nous y répondrons un peu après lors d'une conférence en direct. Alors tout de suite, je donne la parole à Alex Tremblay-Lamarche qui va à nouveau animer cette conférence. Un grand merci Sylvain. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette conférence qu'on a décidé d'appeler Curieuse histoire de plantes médicinales. Pourquoi Curieuse histoire de plantes médicinales? Eh bien, parce qu'on a la chance d'être avec deux auteurs qui se sont intéressés à des curieuses histoires de plantes curieuses histoires de plantes d'une part et des curieuses histoires d'apothicaires d'autre part. Et donc, on a décidé de les croiser, de les amener ensemble pour avoir une toute nouvelle bouture ou mouture, c'est selon, qui parlerait en fait des plantes médicinales et d'histoires en fait un petit peu étonnantes sur comment est-ce qu'on s'est soigné avec les plantes, comment est-ce qu'on a utilisé les plantes en temps de pandémie. Et donc, je vous les présente tous les deux. Alain Asselin est professeur à la retraite du département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Il a publié de nombreux articles scientifiques dans divers domaines liés aux sciences des plantes. Il est l'auteur de Curieuse histoire de plantes, un ouvrage qu'il a coécrit avec Jacques Mathieu, historien de formation, et Jacques Cahouette, botaniste, qu'on salue tous les deux. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Notre deuxième invité ce soir, Gilles Barbeau, il est professeur émérite de l'Université Laval, ancien doyen de la faculté de pharmacie. Il a enseigné l'histoire de la pharmacie à l'Université du troisième âge et continue de le faire. Il a également enseigné à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il est lauréat en 2017 du prix Parmentier qui a été décerné par la Fédération internationale d'histoire de la pharmacie. Bonsoir, Monsieur Barbeau. Bonsoir Alex et bonsoir Alain Bonsoir. Et bonsoir à Jacques Cahouette, Oui. mon confrère au Collège de Lévis. Le monde est petit, hein? Oui. Et donc, on commence avec une question qui me brûlait les lèvres. Vous êtes toutes les deux des auteurs de Curieuses histoires. Curieuses histoires d'apothicaires, Curieuses histoires de plantes. Pourquoi ces titres? Parce que d'une part, moi, les plantes m'étonnent constamment. Ces êtres immobiles doivent se défendre contre des virus, des bactéries, des champignons, des petits vers, des insectes. J'ai toujours admiré la capacité des plantes à vivre dans un milieu assez hostile dans certains cas. Et donc, il faut aussi penser à toutes les interactions que nous pouvons avoir avec les plantes. Les interactions alimentaires, médicinales, artistiques même, et autres. Et donc, Curieuse histoire, quant à moi, réfère à divers états étonnants, surprenants de nos interactions avec nos amis, les plantes. Pour ce qui est de Curieuses histoires d'apothicaires, moi, ça réfère aussi à des choses étonnantes qui se sont passées lors de découvertes faites par des pharmaciens et des apothicaires, lors de découvertes de médicaments. Comme vous le savez, la plupart des médicaments que nous possédons aujourd'hui ont été découverts par des apothicaires, la plupart, à l'exception peut-être de la pénicilline. Alors, ces apothicaires, leur histoire est peu connue. C'est l'histoire de la médecine qui a toujours pris la place. Alors, ces apothicaires, j'ai fait ressortir leur contribution au développement des sciences en général, des sciences médicinales, et leur apport à partir des plantes aussi, parce que la plupart des grandes découvertes faites par les apothicaires sont faites à partir de plantes, même qu'encore aujourd'hui, on utilise des médicaments tirés des plantes. On a seulement qu'à penser à la morphine, la cocaïne, ce sont même la quinine, ce sont des médicaments qui viennent de plantes et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les événements qui se sont passés, le contexte historique
de la découverte et la plupart du temps, pour ne pas dire totalement, ce sont des coïncidences et des hasards. Et ça ne fait pas plaisir aux partisans de la méthode scientifique. Je les appelle les hooligans de la méthode scientifique parce que ce n'est pas la méthode scientifique qui a amené ces grands médicaments-là. C'est la méthode scientifique qui est venue après pour confirmer l'efficacité. Oui, parce que vous avez toutes les deux, en fait, eu une volonté de mettre de l'avant des anecdotes. Toutes les deux aussi eu la volonté de mettre, d'en faire, en fait, des ouvrages très illustrés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept? Ils ont l'air de quoi, vos ouvrages? Ils ont l'air, je dirais, d'une belle végétation. C'est-à-dire que on peut regarder les plantes avec un œil d'artiste, avec toutes sortes de regards, et ça peut être beau. Et la nature, évidemment, végétale nous aide dans la visualisation de la beauté des choses, si vous voulez, parce que la nature végétale est généreuse dans ses belles formes, dans ses belles couleurs, et nos curieuses histoires de plantes veulent bien aussi être encadrées dans un beau cadre végétal. Dans mon cas, c'est un peu à la manière d'Alain, ce sont des récits historiques, des contes. En fait, le livre se lit comme une série de contes. On raconte ce qui est arrivé aux apothicaires. On les met vraiment dans le milieu où ils étaient. On décrit même leurs instruments, à la fois les instruments de laboratoire lorsqu'ils les utilisent. On place, je pense à l'histoire magnifique de la morphine, d'un étudiant en pharmacie qui découvre par hasard la morphine dans un opium que je dirais pas falsifié, mais de très mauvaise qualité. Alors c'est ça qu'on raconte. On raconte le contexte. Vraiment, le décor est fait avec de nombreuses images, comme dans les livres d'Alain, de nombreuses images qu'on retrouve dans ces livres-là. C'est bien illustré, c'est jamais ennuyant, et puis surtout, c'est à mettre entre toutes les mains. Effectivement, et vous êtes toutes les deux, disons, des gens issus des sciences nature, phytologues, pharmaciens, et vous en êtes toutes les deux venus à vous intéresser à l'histoire justement de la botanique, à l'histoire en fait de la pharmacie. Comment vous est venue la piqûre de l'histoire et comment vous est venue l'envie de la partager dans ces ouvrages? Alex, c'est l'heure des aveux. Oh! Et c'est l'heure des aveux. Dans mon cas, je dois dire que au primaire, je faisais partie des CJN, des cercles de jeunes naturalistes qui s'intéressaient aux choses naturelles, mais aussi dans un cadre historique parce qu'on nous rappelait toujours l'histoire. Au Collège de Lévis, j'ai fait partie d'un club de sciences naturelles et j'ai fait partie aussi d'une organisation de stages d'été qui s'appelait les Jeunes Explos, les jeunes explorateurs qui organisaient des camps de sciences nature l'été, entre autres au Cap-Jaseux au Saguenay, où on alliait diverses sciences naturelles avec l'histoire locale, l'histoire du développement, l'histoire du fjord du Saguenay. Et là, je compte un peu ma vie. En quelques secondes, je fais une petite dérive. Avant d'étudier les sciences à l'université, c'est-à-dire avant d'entreprendre à l'université des études en bioagronomie, j'ai fait un détour par la philosophie. Imaginez un baccalauréat en philosophie. Ça, ce sont pour les étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent encore et qui ne veulent pas trop perdre le fil des événements, n'est-ce pas? Mais en étudiant la philosophie, on s'aperçoit qu'il y a des philosophes de la nature et des philosophes qui s'intéressent et à la nature et à l'histoire des idées. Moi, je suis venu à l'histoire indirectement. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de ma famille. Et quand j'avais 25 ou 26 ans, j'étais en Europe, je faisais mes études.
j'avais engagé un généalogiste avec ma bourse, une partie de ma bourse, pour qu'il m'aide à retracer mes origines en France. Puis à partir de ça, j'écrivais des petites histoires de famille. C'est ça qui était intéressant. Et par défaut, comme j'étais pharmacien, je m'intéressais aussi aux plantes. Et je lisais souvent dans le bouquin de pharmacologie que j'avais en pharmacie. J'avais un bouquin de pharmacologie, Goodman & Gilman. Et dans Goodman & Gilman, il y avait toujours un historique avant de décrire les propriétés pharmacologiques des médicaments. Alors, je lisais l'historique et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire. Mais les plantes m'intéressaient depuis tout jeune, puisque mon grand-père, j'avais 7-9 ans, il m'amenait près de chez moi à Saint-Romuald, dans le bois, pour aller chercher de la sarsaparille. Alors, pas de la sarsaparille, c'est de la savoyane, pardon. C'est pas la même chose. Parce que mon grand-père utilisait la savoyane, il mâchouillait ça. Je ne savais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Puis ma grand-mère m'amenait au bleuet, etc. Donc, les plantes m'intéressaient tout de suite. Quand je suis arrivé en pharmacie, c'était l'aspect pharmacognosie, les plantes médicinales qui m'ont intéressé, et toujours un petit peu le côté historique. Et finalement, ce qui m'a amené à écrire ce bouquin, c'est l'enseignement, mais j'ai remplacé, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai pris ma retraite à l'université, j'ai remplacé un professeur qui faisait l'histoire de la pharmacie. Et j'ai rebâti l'histoire de la pharmacie à ma façon, parce que moi, pour l'histoire de la pharmacie comme profession, et comme n'importe quelle profession, c'est un peu sévère, c'est, je dirais, des fois plate. Alors que l'histoire d'une découverte en pharmacie, c'est beaucoup plus agréable. Surtout les étudiants aiment mieux ça. Alors, j'ai commencé à raconter des histoires de découverte. J'ai collectionné des tas de vieux livres que j'achetais dans les marchés aux puces en Europe ici. Et c'est à partir de ça que j'ai bâti mes histoires. Et c'est comme ça que l'histoire m'intéresse tout le temps. On voit en fait que vous en mangez toutes les deux et c'est particulièrement agréable. Et donc, on a reculé dans vos enfances respectives. Je vous propose qu'on recule beaucoup plus loin, qu'on recule au tout début de la colonie et qu'on retrouve Jacques Cartier qui, lors de ses premiers voyages, va faire des observations sur l'utilité médicale de certaines plantes. Je pense entre autres à l'Aneda, le fameux arbre de vie, qui est un anti-scorbutique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette découverte-là, puis bon, des observations en fait que fait Jacques Cartier, de l'importance que ça a dans l'histoire en fait de la pharmacie, l'histoire en fait de la botanique? Oui, d'abord, quelle belle façon de débuter. Une curieuse histoire, n'est-ce pas? Parce que notre ami découvreur de la bonne espèce se voit confronté lors d'un hivernement à Stadacona ici, avec les quelques méfaits d'un hiver rigoureux. Alors, le scorbut s'installe et ce qui est assez intéressant aussi de souligner, c'est que dans les textes, il y a toujours référence à ce problème scorbutique, mais aussi à une autre maladie qui semble plus syphilitique. De toute façon, il y a un petit problème, n'est-ce pas? Et là, Jacques Cartier se rend compte que les Iroquois, les Amérindiens, ont une façon de ne pas subir les méfaits à long terme du scorbut. Et au hasard, ce sont deux Iroquoiennes qui indiquent la bonne voie, la solution, le remède à notre ami découvreur. Et deux Iroquoiennes indiquent que la consommation d'une infusion d'un conifère permet d'éviter cette grosse maladie qui est le qualificatif pour ce problème. Ils utilisent le vocable Aneda, qui est un terme iroquoien avec diverses variantes, qui réfère à un gros conifère sans plus. Et là, il y a beaucoup d'historiens, on peut s'obstiner pendant 1 heure sur la nature de ce gros conifère, mais ce qui est intéressant, c'est la solution concrète par l'intermédiaire de deux Amérindiennes qui donnent la solution très précise à notre ami Cartier. C'est difficile d'en ajouter à ce que tu as dit, c'était excellent.
et surtout dans le contexte où Jacques Cartier fait l'équipage de Jacques Cartier est guéri de son scorbut. Je vais ajouter juste une petite observation, c'est qu'ils avaient quand même, l'équipage avait prié Notre-Dame de Rocamadour pour aider à la guérison avant de commencer à prendre le potage qu'avaient fait les Amérindiens. Et c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque où on évoquait les grands esprits avant d'être soignés, un peu à la méthode des Amérindiens, un peu à la méthode des Égyptiens. Alors, c'était ça. Ils avaient prié avant, et puis après ça, ils avaient pris la médication, dont on ne sait pas encore tout à fait qu'est-ce que c'était l'antidote. Mais on sait que ce n'est pas le cèdre. Hein. Alain, on en a discuté, ce n'est pas le cèdre, ça c'est sûr. Et là, on parle d'un apport autochtone qui est quand même assez important, mais ce n'est pas le seul apport autochtone qu'on a, parce que lorsque les premiers Occidentaux arrivent de ce côté-ci de l'Atlantique, eh bien, ceux qui connaissent la flore locale, c'est les Autochtones. Quels secrets vont-ils dévoiler sur les plantes, notamment en fait les plantes médicinales aux Européens? Et de quelle façon est-ce qu'on va parvenir à échanger malgré en fait la barrière linguistique dans un premier temps? Très bonne question. Mais une partie de la réponse est certes l'utilisation d'un petit mot, d'un concept, l'imitation. Il est toujours facile d'imiter sans même comprendre tout le vocabulaire précis. Il était facile pour les Européens d'imiter diverses choses. Prenons un exemple. Les Européens découvrent que les Amérindiens, les Iroquois, fument quelque chose. Pour eux, imaginez le concept, la difficulté, comment on aurait tenté d'expliquer le concept de on fume, et on fume pour diverses raisons, même médicinales, des rituels, quasi mythologiques. On fume. La façon d'apprendre, Alex, dans bien des cas, c'est par imitation. Et imaginez l'influence que la découverte de cette plante, par exemple, le tabac, imaginez encore de nos jours l'influence du tabagisme, l'importance, l'impact du tabagisme que l'on découvre par imitation. C'est sûr que les Européens ont appris à imiter le geste des Iroquois dans ce cas-ci, surtout que pour les Iroquois, conclure une entente, conclure une discussion impliquait dans bien des cas, par exemple, une consommation de tabac, qui aussi avait des propriétés potentiellement médicinales. La contribution des Amérindiens, je vais ajouter quelque chose. Tu en parles dans ton livre, Alain. J'en parle pas dans le mien, mais c'est pas grave, c'est bon quand même si j'en parle pas. Il y a la découverte, la fameuse découverte faite par les Iroquois, enfin, du ginseng. Ils ont montré un père jésuite, c'est pas le Pierre Jartou, mais je me rappelle pas le nom. Te rappelles-tu du nom, Alain, de l'autre nom? Lafitau? Lafitau, c'est ça. Ils montrent à Lafitau le fameux ginseng qui a été exploité, surexploité, ensuite envoyé en Chine par les agriculteurs pour faire beaucoup d'argent parce qu'il s'achetait en Chine par l'empereur beaucoup plus cher que son propre ginseng parce qu'il le trouvait meilleur. Alors, c'est un exemple. On pourrait donner un autre exemple avec la sarracénie, peut-être, de sarrasin. Dans mon ouvrage, j'ai parlé de Louis Hébert. Ben, Louis Hébert, on sait que c'est un apothicaire et a souvent passé pour un agriculteur, mais c'est d'abord un apothicaire. C'était aussi un agriculteur. Et Louis Hébert a expédié en France des plantes médicinales, parce que les officiers de la santé qui arrivaient ici, au Canada, avaient comme une mission souvent de faire des découvertes, de faire du commerce de plantes médicinales et d'envoyer des plantes médicinales
pour le jardin des plantes et aussi peut-être pour de nouvelles découvertes de médecine. Alors, on sait que que Louis Hébert a envoyé une quarantaine de plantes. C'est notre ami Mathieu en a parlé abondamment de ce livre de Cornuty qui était jamais venu au Canada, mais qui avait décrit des plantes canadiennes qui venaient probablement de ce Louis Hébert. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, bien sûr, on ne les connaît pas tous, mais j'en ai pris une de ces plantes-là qu'il avait envoyée. Et j'ai décrit ce qui est arrivé de cette plante-là jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en a fait un anticancéreux extraordinaire, toujours reconnu par l'OMS, et qui est l'étoposite. Alors, l'étoposite était tiré d'une plante qui s'appelait la pomme de mai, qu'on appelait la pomme de mai, qui est la Podophyllum peltatum. Alors, cette plante-là avait été envoyée par Louis Hébert. Elle ne pousse pas ici. Elle pousse, je pense, Alain, dans l'ouest du Québec, même en Ontario, mais vraisemblablement, c'est Champlain qui l'aurait rapporté, parce que Champlain et Louis Hébert se connaissaient bien. Et cette plante-là, a été exploitée ici elle a été utilisée par les Amérindiens. Il y avait une résine là-dedans qui était très caustique. Cette résine-là a servi à faire un laxatif qu'on a retrouvé beaucoup plus tard dans un produit qui s'appelle les petites pilules Carter pour le foie, que nos parents ont connu parce que ça se vendait beaucoup en pharmacie. Et dans ces petites pilules Carter pour le foie, il y avait un produit qui était la podophylotoxine, qui a été exploité par de l'industrie pharmaceutique pour en tirer l'étoposide, qui est un grand médicament anticancéreux pour le cancer du sein et des testicules. Parlant de Louis Hébert, Alain, vous en parlez aussi, en fait, dans votre ouvrage. Oui, oui. On parle de notre ami Louis qui évidemment, est très important parce que, comme le souligne Gilles, évidemment, sa dimension d'apothicaire n'est pas à négliger. Au contraire, il faut toujours en tenir compte. Il faut aussi souligner que notre ami Jacques Mathieu, en 2017, a publié un livre chez une maison d'édition, je crois, le Septentrion, peut-être, sur la vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, on a souvent des héros, mais les héroïnes ne sont pas toujours très loin de ces héros. Par exemple, dans le cas de Louis Hébert, Marie Rollet était certainement très impliquée dans sa connaissance des végétaux locaux, dans sa connaissance aussi des interactions avec certaines connaissances avec les Amérindiens. Moi, pour Louis Hébert, j'ai évidemment eu diverses obsessions par rapport à des plantes influentes dans notre histoire. Je me permets de ressouligner que Louis Hébert, apothicaire, a une très grande préoccupation pour une plante qu'il nomme pétain, qui est un terme d'Amérique du Sud brésilien qui dénomme encore le fameux tabac. Parce qu'à l'époque, il y avait deux espèces de tabac utilisés, le tabac plus standard, si on peut dire, et une petite espèce de petit tabac jaune, de petit tabac à fleurs jaunes, de tabac rustique qui contenait une quantité de nicotine extrêmement élevée avec des effets physiologiques assez déconcertants. Alors, notre ami Louis Hébert, parmi ses préoccupations, il nomme souvent et il fait référence au pétain, au tabac, encore cette plante de si grande influence dans notre histoire. Et on a beaucoup parlé, en fait, de Louis Hébert, de Marie Rollet.
Mais qui sont les autres personnes qui s'intéressent au domaine de la pharmacie et au domaine, en fait, de la botanique en Nouvelle-France? Est-ce qu'on trouvait plusieurs apothicaires et plusieurs botanistes, si on peut s'exprimer ainsi, sous le régime français? Je vais laisser Gilles avec les apothicaires pour Il débuter. n'y avait pas beaucoup d'apothicaires au régime français. Il y en a eu quelques-uns qu'on connaît, mais on doit en avoir au maximum une vingtaine d'apothicaires. Ce qui arrivait, c'est que souvent, les médecins et les apothicaires étaient les mêmes. Les deux pratiquaient la même chose. Je pense au docteur Baudouin, qui était le médecin à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui avait une apothicaire-rie, donc qui avait une pharmacie à côté de son bureau, qui était complète. Il y a eu d'autres médecins aussi qui ont pratiqué. Des apothicaires connus, il y a eu Jean-Joseph Arnoux, qui était le frère d'un médecin aussi. Il y a eu un qu'on néglige souvent, que j'aime bien rappeler, c'est Robert Giffard. Robert Giffard de Moncel, qui a favorisé la colonisation de la côte de Beaupré en particulier. Mais Robert Giffard de Moncel, c'était un apothicaire qui pratiquait en France à Tourouvre. Et lorsqu'il est monté sur le bateau pour venir ici, la première fois, mais les autres fois aussi, parce qu'il est venu à quelques reprises, lorsqu'il est monté sur le bateau, il est devenu chirurgien de marine. Pourquoi? Parce que sur les bateaux commerciaux, si on peut dire, ben, on n'engageait pas de médecins, c'était trop cher. Donc, on engageait des chirurgiens. Les chirurgiens ne faisaient pas d'études, ils apprenaient sur le tas avec des maîtres. Alors, les chirurgiens ne coûtaient pas cher. Alors, et mais Robert Giffard probablement pouvait faire de la chirurgie, enfin, utiliser des outils, des couteaux, etc. Donc, il est devenu, sur le bateau, chirurgien. Et lorsqu'il est débarqué à Québec, il a été entre guillemets, pris par les Augustines de l'Hôtel-Dieu, qui l'ont engagé comme médecin, alors qu'il n'était pas médecin du tout, du tout. Alors, ils l'ont pris comme médecin. Il a été reconnu comme médecin des religieuses et de l'Hôtel-Dieu. Donc, il a pratiqué la médecine. Et son manoir, qui était à Beauport, a été le premier hospice pour malades mentaux, en fait, à Québec, puisque l'histoire raconte, je ne sais pas si je peux la raconter, on a du temps pour la raconter. Bon, l'histoire raconte que Robert Giffard on lui avait référé une religieuse, très jeune religieuse des Augustines, qui semblait être dérangée mentalement. Alors, elle parlait avec les poules et elle demandait aux poules si elles connaissaient Dieu. Et si les poules ne répondaient pas, elle les frappait avec un bâton. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a confié à Robert Giffard, qui l'a amené dans son manoir, il est resté 6 mois, et elle est retournée complètement guérie, semble-t-il, dans son manoir. Elle a été déconfinée. Elle est retournée dans son manoir, à l'Hôtel-Dieu, pour apparemment guérie. Et c'est probablement pour ça qu'on a fait de Robert Giffard, du premier Robert Giffard, donc de son manoir, le siège du premier hôpital psychiatrique de Québec. Gilles vient de faire référence aux religieuses, à la question est-ce qu'il y avait beaucoup de botanistes ou des botanistes importants en Nouvelle-France? J'aimerais indiquer que le domaine de la botanique a toujours été, au long de l'histoire, partagé pas seulement par des botanistes professionnels, mais aussi, il est important de souligner la part de personnes qui, en tant qu'amateurs, entre guillemets, ont fait beaucoup progresser les connaissances. Et les religieux, les religieuses, avaient pour certains et certaines avaient des connaissances très, très bonnes en botanique qui avaient l'avantage d'être colligés dans certaines communautés religieuses et tellement bien colligés que certains traités médicaux nous permettent de voir
une connaissance botanique très, très importante. On ne connaît pas que 2, 3 plantes, on connaît des dizaines, et dans certains cas, plus d'une centaine de plantes avec des réputations médicinales ou autres. Donc, il est important de noter qu'il ne faut pas toujours aussi regarder focaliser sur le botaniste patenté, professionnel, reconnu. Il y a aussi beaucoup de connaissances acquises par les gens de terrain et beaucoup par le biais des communautés religieuses. Oui, je vais ajouter là-dessus que c'est très vrai ce que tu dis, Alain, parce que, bon, les religieuses, on parle, je pense à Judith de Bressol, qui était religieuse à Montréal, qui était une apothicairesse bien connue. Il y a eu ici, à Québec, les Augustines aussi, il y a eu des apothicaires chez les Augustines. Mais cette tradition-là d'être apothicairesse ou de connaître la botanique, forcément, parce qu'ils cultivaient leurs plantes médicinales, ils en faisaient venir. Mais cette tradition-là, elle s'est poursuivie jusqu'au 20e siècle, puisque dans les pharmacies hospitalières, les premières pharmaciennes, c'était des religieuses. Je me rappelle de Saint-François d'Assise, je me rappelle de l'Hôtel-Dieu de Québec, j'ai travaillé avec une religieuse à l'hôpital Saint-Sacrement. Alors, c'était des religieuses qui étaient les premières pharmaciennes. La première pharmacienne religieuse à Québec, elle a gradué, je pense, en 1944. Donc, ils étaient de la tradition de ces religieuses apothicaires. D'ailleurs, dans mon bouquin, je parle de cet onguent divin qui avait été importé de France, parce que les Augustines de Québec avaient une relation privilégiée avec un apothicaire français de Dieppe qui s'appelait l'apothicaire Ferret, et il faisait venir les médicaments de là à Québec. Alors, cet apothicaire, ils ont fait venir justement un onguent qu'ils ont ensuite composé eux-mêmes, qui s'appelait l'onguent divin, qui était un onguent censé pouvoir extraire des blessures de soldats la ferraille. Alors, bon, je ne sais pas si c'était vraiment, ça avait la réputation d'être divin. Je ne sais pas vraiment si ça ne guérissait pas, ça devait rapprocher le malade du bon Dieu, peut-être, là. Bonne remarque, Gilles. Oui, à l'époque, le Dieu n'est jamais bien loin. Non. Et vous me parliez en fait toutes les deux des religieuses. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus des religieuses parce que bon, quand on pense à la botanique, effectivement, on a tendance à penser des fois à des savants, même chose pour les apothicaires, alors que comme le mentionnait Alain, c'est ça, il y a un rôle des amateurs qui est quand même assez important. Et les religieuses, en fait, ce ne sont pas que des amatrices. Il y en a certaines qui, bon, le font un petit peu plus en tant qu'amatrices, mais il y en a certaines qui ont une connaissance, en fait, de la botanique et de la pharmacie qui est quand même assez poussée. Et qui sont vraiment des pionnières, en fait, dès la Nouvelle-France et qui vont le rester tout au long, en fait, du reste de l'histoire québécoise. Oui, très bonne remarque quant au caractère professionnel des religieuses. Je me suis amusé, par exemple, à tenter d'énumérer le nombre de plantes utilisées et bien décrites dans la 3e édition, celle de 1890, du traité médical des Sœurs de la Providence, de l'Asile de la Providence, des Sœurs de Charité, excusez, de l'Asile de la Providence. Et je suis arrêté à 150. On est en 1890, c'est la 3e édition. Il y a une description précise et des usages non moins précis de plus de 150 taxons de plantes qui sont, moi, ça m'impressionne. On est encore au 19e siècle et on n'a pas toutes les encyclopédies locales pour déduire ou répertorier les choses ou transposer les choses. C'est un savoir acquis par les connaissances antérieures, les expérimentations, les
et tout ce qu'il y a de très concret. Alors, plus de 150 plantes, moi, ça m'impressionne. Je suis d'accord avec Alain parce que j'ai ce bouquin-là, j'ai la deuxième édition, mais et donc qui est paru un peu avant 90, en 70. Et vraiment, c'est un livre de plantes, c'est un livre de botanique. Et non seulement on fait la description, mais on fait des références. Les religieuses font des références à des chercheurs ou des médecins européens, anglais, britanniques, qui ont fait des travaux sur certaines plantes. Et c'était des grandes descriptions avec l'usage que l'on en faisait à l'époque. Et je dis toujours aux étudiants, bon, on peut rire de ça, là, mais mettez-vous dans le contexte. Au moment où ça a été publié en 1870, c'était la médecine moderne. C'était notre médecine moderne. Comme on parle de notre médecine aujourd'hui, mais là, c'était la médecine moderne, la médecine qu'on utilisait, les plantes qu'on utilisait. Il y a, je ne sais pas, Alain, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a à peu près une quarantaine de préparations à base de vin. Des vins de ceci, des vins de cela. Il y a des liqueurs d'arsenic. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à lire. Plus tard, quelques années plus tard, vers 1892, il y a un autre bouquin qui a été publié par un médecin, le docteur Desrosiers, qui était professeur de pharmacie, professeur de médecine. À ce moment-là, c'était à l'Université Laval à Montréal, qui, lui, a repris même une partie du livre des religieuses, qui en a fait quelque chose, disons, plus moderne, plus peut-être, il pense que c'est plus sérieux, mais en réalité, c'est une médecine qui est basée sur la médecine des religieuses. Puis, j'en parlais l'autre jour avec Alain, je viens de mentionner, je ne veux pas l'oublier non plus. On se moque beaucoup actuellement du docteur Raoult de Marseille, qui a fait des recherches sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Mais, on s'en moque, mais il faut quand même dire que la médecine, au sens très large du terme, s'est développée comme ça, par essai-erreur, tout le temps. Et c'est après qu'on est venu avec la méthode scientifique. Mais au départ, il fallait essayer quelque chose. Et dans l'histoire, si on l'a fait au complet, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Alors moi, je trouve que le docteur, il est courageux. Bon, il faut qu'il, en France, on le sait comment c'est une grande hiérarchie. Et puis, si vous êtes trop bas de la hiérarchie, vous n'allez pas au haut, hein? Effectivement, c'est une structure sociale, disons, qui est peut-être un petit peu moins mobile qu'en Amérique du Nord. Et dans ce traité médical exhaustif de 1890, on note notamment des traitements antiviraux végétaux qui vont permettre plus tard de lutter contre une maladie avec laquelle on fait beaucoup de parallèles aujourd'hui, la grippe espagnole. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh là là là! Là, Alex, là, tu nous pars là, sur un terrain tellement beau, d'une part. C'est quelle richesse historique! Imaginez la grippe espagnole. On parle aujourd'hui de milliers de morts à plus que très grand regret. Là. La grippe espagnole, les dernières estimations historiques crédibles, entre guillemets, c'est toujours entre 50 et 100 millions de morts. Alors, la grippe espagnole, c'est pas une grippette temporaire, saisonnière, avec effet plus ou moins important. Après une première vague, arrive une seconde vague meurtrière. Et dans la courbe des décès, cette pandémie a une drôle d'allure parce qu'on appelle ça une courbe W. C'est que les 15 à 34 ans des jeunes, là, meurent aussi. Alors, c'est très grave. Et là, on va vite et il y a deux points extrêmement importants à considérer au point de vue historique. On ne sait pas que c'est un virus au sens précis du terme. On parle du bacille de Pfeiffer ou d'autres. On ne connaît pas la nature précise, exacte, virale de la source de cette grippe. Et là, on va dans tous nos traités médicaux de l'époque, on va voir comment on traite les grippes.
Et là, malheureusement, on est en situation problématique parce que cette souche virale, ce virus, est tout à fait inconnu, n'est pas purifié, n'est pas décrit, et malheureusement, on se retrouve sans possibilité de médicaments vraiment efficaces. On essaie toutes sortes de choses. On essaie des ponces. On voit dans la littérature des ponces. On essaie des sudorifiques. Il faut faire suer beaucoup. Gilles pourra nous parler pendant des heures des sudorifiques. Alors, Gilles, parle-nous des sudorifiques. Non, mais oui, mais c'est toute la technique de l'époque, même qu'on pouvait encore utiliser les clistères. On faisait suer, on faisait évacuer par tous les orifices du corps. Fait que c'était la tradition. Et c'est sûr que, comme tu le dis si bien, on n'avait rien pour se défendre de ce virus, parce qu'on ne savait pas trop enfin, ce que c'était. Parce que je te dirais même que à l'époque de Fleming, lorsqu'il a découvert la pénicilline, il y avait tout un débat autour de la grippe. Est-ce que c'est un virus ou c'est une bactérie? C'est là qu'on a commencé à faire les distinctions. Mais je ne veux pas t'enlever le punch, mais les Hurons se traitaient avec la Grande Berce, qui est une ombellifère. Ils faisaient une préparation qu'ils appelaient le pot-glue. Et selon le département de la santé de l'époque, il y aurait eu seulement qu'un décès dans la population des Hurons-Wendat à cause de la grippe espagnole, ce qui est même extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment antiviral? Je sais que dans les années 50, le pot-glue pas le pot-glue, mais la Grande Berce avait fait l'objet d'une étude en Californie et on avait montré in vitro, bien sûr, que là-dedans, il y avait des substances antivirales dans cette plante-là. Alors, c'est extraordinaire. Est-ce que ça marchait vraiment? On ne le sait pas. On ne le saura jamais non plus, parce qu'on n'utilise plus la Grande Berce. Je pense qu'on a trop peur de cette fameuse ombellifère que tu connais, Alain, d'origine russe, je pense, hein, qui s'appelle, je ne me souviens pas du nom, là. Mais ça a été un remède d'ici, un remède amérindien, qui a été peut-être utilisé avec succès, mais ça, on ne peut que le supposer, et pour embellir l'histoire, on peut dire oui, ça marche. Voilà. Mais je vais ajouter quelque chose. Puisqu'on parle d'antiviral, on l'a peut-être oublié, mais il y a eu beaucoup de travaux faits avec l'iode comme antiviral. L'iode comme antiseptique, bien sûr, c'est connu. L'iode comme antifongique aussi, moins connu. Et l'iode comme antiviral. Bon. On a peut-être oublié cet aspect-là, ou peut-être que ça ne marche pas vraiment. Je n'ai pas consulté la littérature, enfin la littérature scientifique. J'ai jamais dit littérature. Moi, je ne trouve pas que dans la science, il y a tellement de littérature. Enfin, la documentation scientifique, là, je ne l'ai pas consultée récemment, mais je sais que dans mes études, quand je faisais mes études en pharmacie, l'iode passait pour un agent antiviral. Et l'iode qui a été découverte, justement, comptons l'anecdote, parce qu'on cherchait de la poudre à canon. C'est tout simplement ça. Et que Bernard Courtois, le pharmacien, en nettoyant son chaudron, il est apparu des vapeurs violettes qui ont cristallisé sur le bord du chaudron et qu'on identifie plus tard, quelques années plus tard, comme étant un nouveau corps, un nouvel élément, qui s'est appelé l'iode. Voilà, l'iode à cause de la couleur violette, qui est un mot qui vient du mot grec. Voilà. Quand même fascinant, les découvertes qu'on a été capable de faire de façon des fois complètement inattendue. Mais c'est ça, on est en train de parler de virus. Et puisque justement, bon, on se rapproche peut-être un petit peu de l'actualité, j'ai envie de nous ramener au 19e siècle, lorsqu'il va y avoir une maladie qui va affecter gravement le tabac et qui va jouer un rôle clé dans l'évolution en fait, de la science des virus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu puis nous dire, bon, c'est quoi l'importance de cette maladie-là? Ben, d'abord, en fait, c'est quoi cette maladie-là et c'est quoi l'importance qu'elle va jouer, en fait, dans l'évolution des connaissances qu'on a sur la science des virus? Alex, j'attends cette question depuis 50 minutes et je présume que
Alex, je présume que j'ai aussi au moins 50 minutes pour la réponse. Ça, non. Ah! Je Ah! sais, Alain l'avait préparé. Alain l'a préparé. Alors, laissons-lui le temps de l'expliquer, de son parler de son fameux virus de la mosaïque du tabac. Virus qu'on connaît plus que le virus de la grippe. Hein? Quelques mots, je vais être sage si possible. Évidemment, le virus de la mosaïque du tabac, on doit beaucoup à ce virus parce que l'étude de ce virus a permis de connaître beaucoup d'autres choses en virologie, dans l'ensemble de la discipline virologie. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé au début du tabac, de même rituel, on a parlé de l'importance dans notre histoire du tabac, mais l'importance de cette maladie. Au 19e siècle, on découvre un peu partout. Imaginez, en Hollande, on est en Russie, un peu partout. Le tabac, plante originaire de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, qui est rendue à l'échelle planétaire un peu partout. On découvre une maladie qu'on appelle mosaïque parce que c'est une alternance de plages, de régions plus foncées et plus pâles. Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une maladie virale. Éventuellement, c'est le premier virus purifié, 1935, imaginez, on donne un prix Nobel à cette personne qui a trouvé Stanley, même s'il a commis une erreur grave d'interprétation. Il interprète que le virus n'est que protéine au début. Alors qu'évidemment, le cœur de tout virus, c'est d'avoir un acide nucléique infectieux. C'est la base de la virologie moderne. Il y a des dizaines de premières dans le monde scientifique qui sont dues dans le monde de la virologie à l'étude du virus de la mosaïque du tabac. Exemple, en 1939, c'est le premier virus que l'on visualise au microscope électronique. La première fois qu'on voit, pas qu'on entend parler ou qu'on joue avec des éprouvettes, on visualise pour la première fois un virus. C'est pas le virus de la polio, c'est pas un phage, c'est-à-dire un bactériophage, un virus qui tue les bactéries. C'est le virus de la mosaïque du tabac. Et là, je m'arrête parce que je pense que je m'exciterais à parler du virus de la mosaïque du tabac et de son importance scientifique. Aujourd'hui, dernier petit point de réflexion historique. On remercie souvent dans notre pandémie d'aujourd'hui, de 2020, on remercie toutes sortes de personnes à juste titre. N'est-il pas intéressant de pouvoir remercier les gens qui historiquement nous ont fait connaître la nature des virus? Que c'est bien d'avoir des personnes qui se sont consacrées corps et âme à identifier ce qui nous rend malades. Merci aux virologistes, aux virologues, selon votre vocabulaire. Merci à ces gens et surtout merci au virus de la mosaïque du tabac qui souvent a aidé les virologistes à suivre le bon chemin. On ne peut pas rien ajouter à ça, c'est parfait. Mais peut-être, Alain, tu pourrais nous parler de la sarracénie, puisqu'on a étudié les propriétés antivirales. Oui, pendant un temps, bonne remarque, Gilles, merci pour cette remarque. Pendant un temps, contre la variole, ça c'est un virus animal, évidemment, on a, pendant même quelques décennies, on a utilisé comme matériel antiviral la sarracénie pourpre, une plante carnivore très typique de notre univers végétal local. Et si on relit la littérature, les gens sont excités, ils disent « Hey,
comme aujourd'hui, hein, on cherche des antiviraux partout. À l'époque, on dit on en a un, là. Malheureusement, ça s'est coupé, cet intérêt, de façon quasi dramatique. La littérature arrête brusquement au sujet des capacités antivirales de la sarracénie, malheureusement. C'est le docteur Maurice, qui est un docteur, je crois, des provinces maritimes, qui avait fait l'étude. Mais si tu te rappelles, si tu l'as regardé dans le traité de matière médicale des Sœurs de la Providence, on parle de la sarracénie comme d'un tonique utérin et d'un antiseptique. Alors, ça a eu toutes sortes de propriétés, mais c'était la médecine moderne de l'époque. Très bon point. Effectivement. Et en terminant, j'aurais envie de vous demander peut-être toutes les deux une anecdote ou une découverte en fait surprenante que vous voudriez nous partager que c'est ça, j'ai peut-être pas eu le temps d'aborder jusqu'à maintenant. Je sais que tout à l'heure, Alain attendait avec impatience une question. Comme le temps file, j'ai malheureusement pas le temps de toutes les poser. Mais là, c'était le moment où jamais, juste avant de conclure, si jamais il y a des éléments que vous souhaiteriez mettre de l'avant, qui vous paraissent en fait fondamentaux dans l'évolution, en fait, la façon de soigner avec les plantes. Je vous laisse en fait toutes les deux le mot de la fin sur cette question. Prenez le temps en fait de bien développer vos histoires. On aime ça quand il y a du croustillant. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses surprenantes, étonnantes, c'est difficile de toujours sélectionner parce qu'évidemment, Alex, tu as peut-être deviné, j'ai des biais vers certaines plantes, j'ai des biais vers certaines maladies. Alors, je vais tenter, comme pénitence, de peut-être parler d'autres choses. J'aimerais peut-être qu'on fasse un petit clin d'œil, peut-être faire un petit clin d'œil à l'importance de quelques femmes dans le domaine végétal qui ont vraiment déblayé des sentiers, qui ont vraiment, là, ces femmes-là ne l'ont pas eu nécessairement facile. La première femme de carrière universitaire au Canada, Madame Derrick, a travaillé d'abord comme assistante aux botanistes de l'Université McGill. Et souvent dans l'histoire, la place d'une femme comme Madame Derrick à l'époque, ce n'est pas nécessairement très souligné et je pense qu'on doit noter le caractère fonceur et de certaines femmes comme Madame Derrick. Et comme j'ai plusieurs biais, j'en ai un comme rive sudiste. Je suis lévisien de naissance et j'aime souvent parler un petit peu de Lévis en face du fier promontoire, parce que c'est l'expression, notre ami Marie-Victorin, notre botaniste vedette du Québec, appelait Québec fier promontoire. Alors, au lieu de dire Québec, pourquoi pas dire fier promontoire? Alors, donc, pour revenir à la belle ville en face du fier promontoire à Lévis, une femme a une histoire peu connue, mais qui est fort intéressante. C'est celle de la fille. En fait, elle est le 7e enfant d'un pasteur anglican qui était responsable de l'Église anglicane à Lévis. Et ce pasteur anglican, c'est un entomologiste de premier ordre, un naturaliste qui s'intéresse aux plantes. Et au hasard, sa fille, Faith Files, lui était William Files. Faith Files devient l'une des premières personnes à travailler de façon permanente à Agriculture Canada à Ottawa. Dans un domaine botanique très précis, elle devient comme une spécialiste des plantes vénéneuses au Canada. Alors, chacun ses intérêts, mais
Je me permets donc de de saluer ces femmes pionnières qui, souvent aussi dans notre histoire, passent souvent comme petite note en bas de page sans plus. Alors, voilà pour cette petite remarque. C'est mon épouse qui m'a demandé de faire cette remarque. On la salue. Bon, je reconnais bien Louise. Moi aussi, je vais vous parler du rôle d'une femme, du rôle non soupçonné d'une femme qui n'a pas eu le crédit de la découverte. C'est la découverte, encore une fois, d'un anticancéreux, la pervincamine. En fait, toute cette histoire a commencé lorsqu'on s'est aperçu que la population de la Jamaïque utilisait une plante, la petite pervenche, pour traiter leur diabète. Alors, on s'est demandé comment la pervenche pouvait traiter le diabète. Et c'est un médecin qui avait, le docteur, je crois que c'est Black, le docteur Black, qui était un Jamaïcain, qui avait étudié à McGill, qui était retourné chez lui en Jamaïque, qui s'était intéressé à la chose. Et il se demandait comment la petite pervenche pouvait traiter le diabète, forcément le diabète adulte. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il connaissait un docteur Noble qui était près de Montréal, qui était à Hamilton aussi, qui avait travaillé, Clark Noble, avec l'équipe de Benting sur l'insuline. Alors, il va demander au docteur Noble s'il ne pouvait pas faire des tests avec la petite pervenche pour savoir pourquoi elle était utilisée pour le diabète. Or, le docteur Noble, Clark, n'avait pas le temps. Il passe le travail à son frère Robert, qui travaillait dans un laboratoire aussi et qui s'intéressait aux hormones. Alors, le docteur jamaïcain va envoyer au docteur Noble un échantillon, 60 livres de plantes séchées, de pervenches séchées, pour qu'il fasse des tests sur le diabète des souris. Alors, il va préparer des infusions qu'il va faire consommer à ces souris. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce qui arrive, c'est qu'il fait doser le sucre dans le sang et dans les urines par sa laborantine, qui est une immigrante qui vient d'Europe de l'Est et qui est chimiste au départ, mais qui n'a pas trouvé d'emploi comme chimiste, donc travaille comme laborantine comme assistante de recherche, si on veut, dans le laboratoire du docteur Noble. Et elle, pour maintenir ses qualités de chimiste, non seulement elle va faire le dosage du sucre, mais elle va faire le dosage d'autres éléments qui sont dans le sang. Par exemple, elle fait le dosage des globules blancs, des globules rouges. Alors, on voit bien qu'elle donne les résultats au docteur Noble. Le sucre ne change pas dans le sang des souris, mais ce qui change, c'est les globules blancs. Les globules blancs s'effondrent. Le nombre de globules blancs s'effondre. Alors, pourquoi on sait que les globules blancs s'effondrent? C'est parce qu'elle, cette laborantine, a fait des tests qui n'étaient pas nécessaires, mais qui, par hasard, donnent au docteur Noble l'idée que dans la pervenche, il y a quelque chose d'anti-cancéreux, contre la leucémie, par exemple. Et c'est effectivement ça. Et par hasard, en même temps, une équipe des laboratoires Lilly, je pense, ou enfin de laboratoires pharmaceutiques américains va découvrir la même chose. Mais c'est pour vous montrer que c'est un rôle ingrat d'une laborantine qui a en fait aidé à découvrir un des grands anticancéreux, toujours reconnu par l'OMS et qui est toujours utilisé en cancérologie, la pervincamine. Alors, moi aussi, c'est pas ma femme qui me l'a dit, mais j'y ai pensé, vu que Louise l'avait dit. On la remercie. Et le nom de cette laborantine, je pense que vous ne l'avez pas nommé. Non, je ne l'ai pas non plus. Je l'ai cherché dans l'article original de Noble, qui n'est pas mentionné. Ça vous montre un peu la mentalité de 1940. Là. Une bonne démonstration, n'est-ce pas? Oui. Donc, il reste du travail à faire de ce côté. Il reste quoi faire? Curieuse histoire de femmes de science ou curieuse histoire de femmes botanistes?
Je Ça sais nous qu'Alex, intéresse. Gilles et moi Marcel sommes un peu avec ça. là. C'est bon. Fait que l'éditeur est particulièrement intéressé. Pour l'heure, ceux qui désiraient en apprendre plus peuvent se tourner vers les ouvrages de M. Barbeau et M. Asselin. Curieuse histoire d'apothicaire dont vous a parlé tout à l'heure. Une fascinante façon d'en apprendre plus sur l'histoire de la pharmacie, mais de façon très décontractée, avec toujours des petites anecdotes, comme par exemple comment une plante à la mode dans la Grèce antique va toujours servir plus en fait de 2 millénaires plus tard aujourd'hui contre les crampes, ou comment justement Monsieur Barbeau l'a mentionné tout à l'heure, cet homme d'affaires qui va trouver de l'iode en nettoyant son chaudron va en fait être à la base d'une des découvertes les plus importantes dans l'histoire de la médecine. Et du côté en fait d'Alain Asselin, eh bien, curieuse histoire de plantes, j'ai ici sous la main les tomes 3 et les tomes 4 parce que j'ai seulement 2 mains puis que j'avais pas de place pour avoir les 2 premiers sous la main. Mais en fait, ceux que ça intéresse, eh bien, c'est une fresque tout à fait fascinante sur l'histoire de la botanique de l'an 1000 jusqu'à l'an 1670 dans le cadre du premier volume. Et donc, on couvre le savoir autochtone, mais aussi les premières découvertes vikings et les débuts de la Nouvelle-France. Puis, de 1670 à 1760, avec les débuts, si je peux m'exprimer ainsi, de l'exportation du savoir botanique vers l'Europe, vers les jardins royaux, vers en fait un savoir scientifique qui se forme tranquillement à partir de cette nouvelle, ces nouvelles plantes qu'on découvre. Dans le tome 3, que j'ai juste ici sous la main, de 1760 à 1867, eh bien, on voit qu'à partir du régime anglais, c'est ça, tranquillement, on va être capable de partir de plantes, puis d'arriver à les synthétiser, faire ce genre de choses. On voit que les femmes sont particulièrement importantes aussi. Alain Asselin en a parlé un petit peu ce soir, mais il en parle davantage dans l'ouvrage. Et dans le quatrième, 1867 à 1935, eh bien, de ce côté-là, eh bien, on se rend jusqu'à Marie-Victorin à la flore laurentienne, mais en faisant des petits détours, par exemple, par des camps de prisonniers dans lesquels, justement, on faisait de la culture de certaines plantes. On se rend aussi, on regarde que le second fondateur de Desjardins, Cyril Vaillancourt, avait un intérêt particulièrement marqué pour l'industrie apicole. Et donc, toutes sortes de choses intéressantes. Je tiens à rappeler, en fait, que les curieuses histoires de plantes sont le fruit d'Alain Asselin, oui, mais aussi de Jacques Caillouette. Je le prononce bien cette fois-ci, et de Jacques Mathieu dans le cas des premiers tomes. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je laisse la parole à Sylvain Lombroso pour la conclusion et par la suite, on va se diriger vers les questions du public. Maintenant, nous allons donc basculer vers le direct pour les questions. Donc, cette vidéo va se terminer et retrouvez-nous en haut de la page dans quelques secondes. Nous serons en direct pour répondre à toutes les questions très pertinentes que vous ne manquerez pas de poser. Merci.